J'ai oublié mon téléphone au restaurant après le dîner avec mon fils. Quand je suis revenu, le sommelier a verrouillé la porte et murmuré: Restez calme, je vais vous montrer les images de la caméra, mais promettez-moi que vous ne vous évanouirez pas. Pendant 6 mois, mon fils m'avait empoisonné, planifiant de voler un héritage de 120 millions d'euros. Il pensait que je mourrais. Il ne savait pas que ce n'était que le début. À la tour d'argent, Anna Dubois, la sommelière, m'attendait. Au lieu de me rendre mon téléphone, elle me conduisit dans une réserve où un écran de surveillance montrait la table 12. Ma table. Je pourrais perdre mon emploi, dit-elle, mais je ne peux pas rester silencieuse. Plus tôt ce soir-là, j'avais lutté pour goûter un Château Margaux, 1996 à 200 euros. 96 points. Par cœur, mais pour moi, juste du liquide. Les notes complexes que j'aurais dû percevoir étaient des fantômes. Papa, tu as l'air terrible, dit Benjamin, mon fils de 37 ans, vice-président au domaine Beaumont. Ces vertiges s'aggravent. Le médecin a dit que c'est la dégénérescence liée à l'âge. Tu dois prendre du recul. Françoise, ma belle-fille, acquiesça. À 68 ans, je perdais mon odorat, mon goût. Les vertiges venaient par vagues. Peut-être mon corps me lâchait-il vraiment? La procuration, dit Benjamin doucement. Signe-la la semaine prochaine. Laisse-moi gérer les opérations. 40 ans à bâtir ce domaine, 3 générations de sang Beaumont. Mais je ne pouvais plus goûter mes vins. D'accord, je signerai. Sur l'écran de surveillance, je me vis partir aux toilettes. Benjamin bougea immédiatement, rapide, exercé. Il sortit une fiole, liquide transparent, et la versa dans mon verre. Françoise le protégea de la vue et sourit. Puis, après que j'eus bu, Benjamin imita mon tremblement, voûtant ses épaules, laissant sa tête osciller. Françoise rit silencieusement. Mon fils m'empoisonnait et se moquait de moi. Mes genoux cédèrent. Anna me rattrapa. Je suis tellement désolé. Dans le parking, la trahison fraîche comme une blessure, une pensée brûla à travers le choc. J'avais 5 jours. La réunion du conseil était vendredi. Cela se termine vendredi, dis-je, passé minuit, dans le laboratoire de la propriété, équipement que mon grand-père avait apporté de Bourgogne, j'analysais le tissu taché de ma veste. L'équipement de chromatographie révéla 2 pics chimiques, chélateurs de zinc et bloqueurs de récepteurs de sulfite. Brillants, maléfiques. La carence en zinc détruisait mon goût et mon odorat, imitant le vieillissement. Le bloqueur sabotait les récepteurs du vin. Benjamin ne voulait pas ma mort. Il me voulait briser, assez désespéré pour signer. Mais les composés étaient temporaires. Avec du zinc, mes sens reviendraient. Dans la cuisine, je trouvais les vitamines que Benjamin m'avait offertes. Sous l'étiquette, Vintech Solutions Division Industrielle. Pas des vitamines. Dans sa chambre, des fioles vides marquées Propriété de Vintech. Dans son bureau, dette de jeu de Monte-Carlo, Deauville, Baden-Baden. 3,2 millions d'euros. Paiement dû dans 90 jours. S'il signait la semaine prochaine, il contrôlerait 120 millions d'euros. Plus qu'assez pour justifier de détruire son père. Benjamin avait un partenaire chez Vintech. Je ne pouvais pas affronter ça seul. J'appelais Martin Leclerc à 3 heures du matin. J'ai besoin de toi au domaine. Maintenant. Ne dis à personne. Je serai là dans 20 minutes. Je regardais les fioles alignées sur mon bureau. D'ici vendredi, je saurais qui ils étaient, et ils apprendraient ce qui se passait quand on s'en prenait à un Beaumont. Samedi matin, j'ai passé l'appel qui mettrait tout en mouvement. Ma voix tremblait, non par faiblesse, mais par l'effort de paraître faible. Benjamin, je ne peux pas attendre la semaine prochaine. Viens aujourd'hui, apporte les documents. Silence, puis prudemment. Papa, es-tu sûr? Tu as l'air... Je me suis réveillé et ne pouvais pas sentir mon café. Je laissais les mots se fissurer. Rien, même pas l'amertume. Tout est parti, fils. Conversation étouffée à son bout. Quand Benjamin revint, sa voix était lisse d'excitation à peine contenue. Nous serons là à 14 heures. Merci. J'en fis une reddition. Je veux que ce soit fini. Il arriva exactement à 14 heures avec Françoise et une boîte de pâtisserie. Les documents de procuration étaient impeccables dans un dossier en cuir. Je les ai accueillis en robe de chambre, laissant ma main trembler sur l'encadrement de la porte.
Les yeux de Benjamin brillaient. Papa, tu as l'air terrible. Je me sens terrible. Je traînais des pieds vers le salon. Qu'est-ce que cette odeur? Quelque chose brûle. Françoise posa le gâteau sur la table basse. Du chocolat, Michel, ton préféré. Je me penchai dessus et me reculai brusquement. Ce n'est pas du chocolat. Ça sent le caoutchouc brûlé, les produits chimiques. Essayez-vous de m'empoisonner? La main de Benjamin trouva mon épaule. Papa, ton nez est confus. Signons ces documents pour que tu puisses te reposer. Il étala les documents sur la table. Procuration générale, papier crème, le sceau de son avocat embossé en bas. Mon nom attendait une signature. J'attrapai le stylo, tâtonnai pour mes lunettes de lecture, les fis tomber au sol. Quand je me redressai, mon coude attrapa la carafe d'eau. Le cristal rencontra l'acajou. L'eau inonda les documents. L'encre saignait, le seau se dissolvait. Non, Benjamin plongea, mais trop tard. La procuration était ruinée. Désolé. Je fis craquer ma voix. Mes mains ne fonctionnent plus. Il se tint là, tenant du papier dégoulinant, le visage passant par la rage et la patience forcée. C'est bon, dit-il entre ses dents serrées. Nous imprimerons de nouveaux documents lundi. Non, au bureau vendredi. Je levai les yeux, confusion voilant mon regard. La réunion du conseil, tout le monde sera là. Si je signe 40 ans de ma vie, je veux des témoins pour que tout le monde sache que c'était mon choix. Benjamin jeta un coup d'œil à Françoise. Elle hocha légèrement la tête. Les témoins rendraient plus difficile la contestation ultérieure. D'accord, papa. Vendredi à la réunion du conseil. Ils partirent peu après. Je regardai leur voiture disparaître dans l'allée, puis attendis l'obscurité. Martin arriva après 23 heures, se garant derrière la vieille grange. Nous nous sommes rencontrés au chêne à l'est de la propriété, le même arbre où mon père m'avait appris à tailler les vignes il y a 50 ans. De quoi s'agit-il? La voix de Martin était rauque d'inquiétude. Je lui tendis une fiole. Mon fils m'empoisonne, c'est ce qu'il utilise. Martin la tint à la lumière de la lune, puis me regarda. Ne questionna pas. Ne demanda pas si j'étais certain. Juste, de quoi as-tu besoin? La collection vintage, chaque bouteille. Elle doit être déplacée avant vendredi. Déplacée où? N'importe où. Benjamin ne peut la trouver. Je gardai ma voix stable. Il prévoit de la détruire. J'ai besoin qu'elle disparaisse d'ici jeudi soir. Martin fut silencieux. Puis il serra fort mon épaule. Le vin sera en sécurité, vieil ami, je le jure. Il ne demanda pas pourquoi. 35 ans ensemble signifiait la confiance sans explication. Mais je vis la compréhension dans ses yeux. Il savait que ce que je demandais pouvait lui coûter tout si nous échouions. Jeudi soir, répétai-je. Martin hocha la tête et disparut dans l'obscurité. Je restai seul sous le chêne, regardant la maison où mon fils avait essayé de me voler ma vie. 4 jours jusqu'à vendredi. La partie finale avait commencé. Pendant 4 jours, j'ai joué le patriarche mourant. Traînant des pieds quand il regardait, tâtonnant avec des verres de vin, les laissant voir exactement ce qu'il voulait voir. Mais seul dans le laboratoire, je guérissais. Je buvais des solutions riches en zinc 3 fois par jour, me désintoxiquais avec du charbon actif et du chardon-marie. Lundi, je pouvais goûter l'amertume dans mon café. Mardi, les fûts de chêne dans la cave sentaient à nouveau le chêne, pas rien. Je le gardais caché. Quand Benjamin venait en visite, et il venait souvent maintenant, tournant en rond comme un vautour attendant la mort, je m'assurais de plisser les yeux devant les étiquettes que je pouvais lire parfaitement, de renifler le vin et de le déclarer inodore. Il devint confiant, négligent. Mercredi après-midi, je m'assis dans le salon, faisant semblant de somnoler, pendant que Benjamin arpentait le jardin, téléphone collé à l'oreille. Il pensait que les portes-fenêtres étaient refermées, mais je les avais laissées entr'ouvertes d'1 centimètre. Sa voix dériva clairement. « Vendredi soir, les camions-citernes arrivent, disait-il. Nous aurons des équipes travaillant tout le week-end. Videz tout, chaque fût, chaque bouteille. Lundi, nous aurons du liquide. » Silence pendant qu'il écoutait. Je me fiche de ce que ça vaut aux enchères. La voix de Benjamin se durcit. J'ai besoin d'actifs liquides maintenant. Le casino n'attendra pas. Traite tout comme base industrielle.
Personne n'a besoin de savoir que nous déversons 30 millions d'euros de vin vintage dans un drain. Mes mains se crispèrent sur la coudoir. Ouais, le vieux signe vendredi matin. Après ça, le domaine est à moi. Nous rebranderons d'ici fin du mois. Ta nouvelle ligne propre sera sur les étagères à Noël. Il rit à quelque chose à l'autre bout. Fais-moi confiance. Michel Beaumont ne saura pas ce qui l'a frappé. Au moment où il réalisera ce que nous faisons, il sera trop sénile pour l'arrêter. L'appel se termina. Benjamin rentra à l'intérieur, me vit dormir dans le fauteuil et sourit. Plus tard dans la soirée, pendant que Benjamin se douchait à l'étage, j'allais dans sa chambre. Sa mallette était posée sur le lit, déverrouillée. Arrogant ou stupide? Peut-être les deux. À l'intérieur, je trouvais la proposition de rebranding. La première page montrait mon logo, l'élégante écriture gothique entrelacée de vignes que mon grand-père avait conçue en 1952. Un X rouge le traversait. La page suivante me retourna l'estomac. Nouveau logo, vert et orange criard. Police sans sérif bloqué criant Beaumont frais and propre. En dessous, des maquettes de produits. Mes bouteilles en cristal soufflé, vases qui contenaient autrefois soir de Paris et automne doré, maintenant remplis de liquide bleu néon. Les étiquettes disaient nettoyant salle de bain tout usage, gel puissant toilette, déboucheur, canalisation force maximale. Le parfum du propre par Beaumont. Le slogan en bas, pervertissant tout ce que ma famille avait construit. Il ne volait pas seulement le domaine. Il transformait 3 générations de savoir-faire en produits chimiques de salle de bain. Mon nom, le souvenir de Catherine, l'héritage de mon père réduit à des publicités pour nettoyeurs de toilettes. Je pensais à la photo de Catherine dans le laboratoire, son visage riant, alors qu'elle m'aidait à assembler le millésime 1998. Celui-ci est spécial, Michel, avait-elle dit. Les gens se souviendront de ce vin longtemps après notre départ. Ils s'en souviendraient comme déboucheur de canalisation à la place. Je fermai la mallette, main ferme malgré la rage brûlant en moi. Benjamin voulait vider le travail de ma vie dans des drains littéraux. Voulait rendre le nom Beaumont synonyme de produits chimiques bon marché et de promesses mensongères. Jeudi soir, les camions viendraient. Benjamin ne savait pas encore, mais sa précieuse collection, chaque bouteille qu'il prévoyait de détruire, allait disparaître. Je m'en assurerais. Et vendredi matin, quand il découvrirait ce que j'avais fait, quand il se tiendrait dans ses caves vides, entouré de rien d'autre que sa propre cupidité, je serais là pour regarder son visage. 4 jours de jeu de faiblesse étaient presque terminés. Jeudi soir, nous reprendrions ce qui était mien. Les caves avaient toujours semblé une cathédrale. Murs de pierre épais comme des siècles, air frais et immobile parfumé de chêne et de thym. Ce soir, elle semblait une chambre forte que nous cambriolions, sauf que nous volions des voleurs. Le camion réfrigéré de Martin recula jusqu'à l'entrée de la cave à 23 heures précises, phares éteints. 3 ouvriers viticoles descendirent, visage grave. Personne ne parla. Nous travaillâmes en silence. Verres tintants, bouteilles glissant soigneusement de leurs casiers en bois. 40 ans de ma vie tapissaient ces murs de pierre. Chaque millésime, un souvenir piégé dans le verre. Le 1974 que Catherine et moi avions fait pendant notre été de lune de miel. Le 1982 qui avait gagné l'or au concours international de Paris. Le 1998 que les critiques appellent toujours mon chef-d'œuvre définitif. Et le 1987, l'année de naissance de Benjamin. J'avais fait 20 caisses ce millésime-là et gardé chaque bouteille. Elle devait être ouverte lors d'étapes importantes. Son mariage, la naissance de son premier enfant, l'après-midi où il prendrait le domaine avec fierté au lieu de poison. Des célébrations qui n'arriveraient jamais maintenant. Je tirai une bouteille de son logement dans le casier. L'étiquette avait légèrement jauni sur 37 ans, le seau de cire fissuré par l'âge. À l'intérieur, le vin avait mûri patiemment, attendant un moment digne de lui. J'ai fait ça quand il est né, dis-je doucement. Martin était venu se tenir à côté de moi, gardé pour le jour où il le mériterait. Martin regarda la bouteille, puis moi. Son visage ridé était triste, mais ferme. Garde-le pour quelqu'un qu'il mérite. Je hochai la tête une fois et le plaçai soigneusement dans la caisse en bois rembourré. Quelqu'un boirait ce vin un jour.
quelqu'un qui comprenait ce que signifiait construire quelque chose lentement, avec patience et amour. Juste pas mon fils. L'équipe travailla toute la nuit avec un silence méthodique. Chaque bouteille cataloguée, enveloppée de tissus protecteurs, chargée dans des camions à température contrôlée. Les réserves des années 50 que mon père avait faites de ses propres mains. Les millésimes des années 60 qui établirent la réputation de Beaumont à travers la France. Les assemblages expérimentaux que j'avais fait vieillir en chêne hongrois, attendant qu'ils atteignent leur plein potentiel. Nous les remplaçâmes tous par des leurres. Bouteilles remplies d'eau teintée de rouge avec du colorant alimentaire. Parfumées d'essence de vin synthétique bon marché que Martin avait prise dans un entrepôt de fournitures de restaurant. De loin, dans l'éclairage tamisé de la cave, elles semblaient authentiques. De près, elles étaient complètement sans valeur. Tout comme les promesses de Benjamin s'étaient avérées l'être. À 5 heures du matin, le dernier camion s'éloigna dans l'obscurité pré-aube grise. Les caves avaient exactement la même apparence. Bouteilles luisant toujours dans leur casier, particules de poussière flottant toujours dans l'air qui sentait le chêne. Mais chacune était maintenant un mensonge soigneusement élaboré. Je verrouillai la lourde porte de la cave et retournai à la maison principale. Réussi 2 heures de sommeil agité sur le canapé de mon bureau. Quand je me réveillai, le soleil se levait sur le vignoble. Je me douchais et m'habillais, non dans le cardigan que Benjamin attendait, mais dans mon costume en laine anthracite, le même que j'avais porté pour enterrer Catherine il y a 10 ans. Aujourd'hui, j'enterrerai quelque chose d'autre. La réunion du conseil commençait à 9 heures. Je bus du café, pouvais réellement le goûter maintenant, amer et réel, et me regardais dans le miroir. Yeux clairs, mains fermes. Benjamin pensait avoir déjà gagné. Il était sur le point d'apprendre ce qui se passait quand on s'en prenait à un Beaumont. Vendredi matin, je me tenais devant le miroir, ajustant ma cravate. Sur la commode derrière moi, Catherine souriait depuis sa photographie. 10 ans avaient repassé. Pourtant, sa voix était aussi claire que si elle se tenait à côté de moi. Fais ce qui est juste, Michel. Pas ce qui est facile. La photo avait été prise dans le vignoble pendant les vendanges, il y a 20 ans. Elle portait son vieux chapeau de paille, riant librement, à l'époque où Benjamin avait 17 ans, avant le jeu, avant Françoise, avant le poison. Je me souvenais de ses derniers jours à l'hôpital. Le cancer du pancréas l'avait emporté en 6 mois cruels. Vers la fin, quand la morphine brouillait tout le reste, elle serra ma main. « Prends soin de Benjamin », murmura-t-elle. « Il a besoin de guidance. Je lui avais promis que je le ferais. »« Je t'ai échoué », murmurai-je à la photographie. « Je n'ai pas pu le sauver, mais je peux l'arrêter. » Le doute s'insinua comme toujours. Je pouvais signer les papiers, accepter l'appartement sur la Côte d'Azur, disparaître tranquillement. C'était mon fils, mon seul enfant, le bébé de Catherine. Mais alors, je me souvins de quelque chose d'autre qu'elle avait dit il y a des années, quand un rival avait essayé de nous intimider pour vendre le domaine. Ne laisse personne détruire ce que tu aimes, Michel, ni pour l'argent, ni pour la paix. Même si ce quelqu'un était Benjamin. Je pris les 2 carafes en cristal. L'une contenait de l'eau propre pour les membres du conseil. L'autre contenait l'échantillon de poison de mon laboratoire mélangé avec du vin bon marché, le même mélange que Benjamin m'avait donné pendant des mois. Avant de partir, je vérifiais mon téléphone. Tard jeudi soir, après le vol du vin, j'avais fait un dernier appel. L'inspecteur Jacques Morel. Nous nous connaissions depuis 20 ans. « Je serai là vendredi matin », dit-il. « Donnez-moi juste le signal. » Le trajet jusqu'à Paris prit 1 heure. La vallée de la Loire brillait dans la lumière matinale, vignobles s'étendant à l'infini. C'étaient les routes que Catherine et moi avions autrefois conduites, rêvant de l'héritage que nous laisserions à Benjamin. Elle croyait que le domaine nous unirait à travers les générations. Au lieu de cela, il avait exposé sa cupidité. À 8h45, j'étais dans le quartier d'affaires, montant un ascenseur jusqu'au 15e étage avec un panier de carafes dans les mains, comme un homme apportant du vin à une célébration. Vintech n'était que verre et acier, froid, sans vie. Les portes de la salle de conférence étaient ouvertes. J'entrai, et en tête de table était assis un homme que je ne m'attendais jamais à revoir. Un fantôme de mon passé.
l'homme en qui j'avais autrefois le plus confiance, mon ancien meilleur ami. Laurent Garnier ressemblait exactement à ce qu'il était il y a 30 ans, seulement raffiné par la richesse. La même mâchoire tranchante, la même inclinaison arrogante de la tête. Le succès l'avait rendu plus élégant, mais n'avait pas changé le calcul essentiel dans ses yeux. Le regard d'un homme qui avait toujours besoin de gagner. Je posai ma mallette sur la table polie. Laurent Garnier. Ma voix était stable. J'aurais dû le savoir. Son sourire était lisse comme un brandy vieilli. Michel, ça fait trop longtemps. Vraiment? Je sortis ma chaise lentement, laissant le silence s'étirer. Il semble que tu aies été plus proche que je ne le pensais. Benjamin bougea sur son siège. La main de Françoise trouva la sienne sous la table. Les membres du conseil observaient avec la neutralité prudente des gens payés pour assister aux transactions. Jennifer Moreau, conseillère juridique de Vintex, avait son stylo posé au-dessus d'un bloc-notes jaune. Bruno Le Maire, le directeur financier, vérifia sa Rolex. Stéphane Dubois, le directeur des opérations, attendait simplement. « Eh bien ?» Laurent écarta les mains. « Devons-nous commencer ? Je comprends que tu es prêt à signer. » Je regardai mon fils. Son col était humide malgré la climatisation. « Dans un moment, dis-je. Mais d'abord, j'aimerais observer une tradition. Mon père m'a appris qu'on ne finalise jamais une affaire sans partager du vin. C'est ainsi que nous honorions les partenariats chez Beaumont. » Le sourire de Laurent se resserra fractionnellement. « Michel, je ne pense pas. Juste une formalité. » Je levai 2 carafes de ma mallette, cristal attrapant la lumière fluorescente. Rien d'élaboré. Un simple test d'essence. Après tout, si Vintech acquiert l'héritage de Beaumont, vous devriez comprendre ce qui rend notre vin spécial. Je versai la première carafe dans un verre et la glissai vers Jennifer Moreau. Ceci provient de notre réserve 2018. Dites-moi ce que vous sentez. Elle se pencha prudemment dessus. Mûr, chêne, quelque chose de terreux, peut-être de la truffe. Exactement. Je versai des verres pour Bruno et Stéphane. Tous deux donnèrent des réponses similaires. Palais compétent, éduqué. Puis j'attrapai la deuxième carafe. Et ceci, dis-je, est quelque chose de plus rare. Je servis Laurent en premier. Le liquide était or pâle, sans particularité. Il le porta à son nez, et je regardai son visage pour le vacillement de reconnaissance qui confirmerait tout. Rien. Il inspira profondément, puis sourit. Note florale délicate? Chèvrefeuille, peut-être? Et c'est du poivre blanc? Ma poitrine se serra. Benjamin. Je lui versai un verre. Que sens-tu? La main de mon fils trembla en le levant. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais ne pouvait dire quoi. Ses yeux se tournèrent vers Françoise, puis vers Laurent. Chêne, dit-il finalement. Cerise, peut-être? Terre. Le même vocabulaire tâtonnant qu'il avait toujours utilisé en prétendant comprendre le vin. Je posai la carafe très soigneusement. Intéressant, dis-je, parce que ce que vous sentez, vous deux, est un déchet industriel de zinc mélangé avec un bloqueur de récepteurs de sulfite. Le poison conçu pour détruire mon palais. La salle devint absolument immobile. Le stylo de Jennifer Moreau se figea à mi-course. Bruno Le Maire arrêta de respirer. Les yeux de Stéphane Dubois s'écarquillèrent. Laurent se ressaisit en premier. « Michel, c'est absurde, tu es clairement souffrant. »« Alors pourquoi ?» interrompis-je. « L'as-tu décrit comme du chèvrefeuille? Pourquoi Benjamin a-t-il senti de la cerise ?» Je me tournai vers Jennifer. « Vous avez correctement identifié la réserve 2018, mais eux ont identifié du poison comme quelque chose d'agréable parce que leur nez fonctionne de bien. Le mien, non. Plus maintenant. » Le visage de Benjamin était devenu blanc. « Papa, je ne... » « Tu ne quoi ?» Je me penchai en avant. « Ne sais pas que la division industrielle de Ventec fabrique des chélateurs de zinc? Ne sais pas que Laurent t'a fourni exactement le bon composé pour détruire l'essence d'un vigneron sans le tuer ?» Françoise se leva brusquement. « C'est insensé. Nous partons. »« Asseyez-vous. » Ma voix coupa comme une lame. « Nous n'avons pas fini. » La mâchoire de Laurent se resserra. Ses mains à plat sur la table étaient devenues très immobiles. Jennifer Moreau posa son stylo avec un clic doux. « Monsieur Garnier, je pense que nous devons... »
Ce dont vous avez besoin, dis-je en atteignant ma mallette, c'est de voir des preuves. Le visage de Benjamin était de craie. Le vernis de Laurent avait fissuré, révélant quelque chose de froid et d'ancien en dessous. Et je n'avais pas encore fini. Je sortis les rapports de laboratoire de ma mallette et les étalai sur la table. Décembre, zinc à 90 microgrammes par décilitre. Normal. Je tapais chaque page. Mars, 52. Mai, 31. La semaine dernière, 18. Carence clinique. 6 mois d'empoisonnement documenté. Jennifer Moreau examina les chiffres, le visage se vidant. Je me tournai vers Laurent. Il y a 30 ans, tu voulais la production de masse et le profit rapide. Diluer Beaumont dans des bouteilles bon marché. Tu as refusé. Parce que cela détruirait l'héritage de mon père, dit Laurent. Alors je t'ai racheté, 2,5 millions, et j'ai construit un empire de 120 millions d'euros. Laurent se leva, pendant que j'échouais dans tout. Puis j'ai fondé Vintech pour te prouver que tu avais tort. Sa voix se durcit. Mais je te détestais toujours parce que tu as réussi à ta façon. Tu m'as fait passer pour un imbécile d'avoir choisi le profit plutôt que la pureté. Il agrippa la table. Alors quand j'ai trouvé Benjamin se noyant dans 3,2 millions de dettes, j'ai vu ma chance. Les laboratoires Vintech ont fourni le poison. Lent, introuvable, juste assez pour détruire tes sens. Puis je déverserai ta précieuse collection vintage. Diluerai chaque bouteille légendaire en déchets de supermarché à 19 €. La salle était silencieuse. Il y a 10 ans, dis-je, je t'ai envoyé 12 lettres, courrier recommandé. Je fis signe à Patricia à la porte. Catherine était morte. J'avais une maladie cardiaque. Je t'ai offert un partenariat égal dans un domaine de 100 millions d'euros. Patricia s'avança avec des reçus. 12 lettres livrées entre 2014 et 2015. Jamais répondues. Le visage de Laurent devint blanc. Tu as essayé de te réconcilier? J'ai essayé de te donner la rédemption. Tu étais trop consumé par la vengeance pour le remarquer. Je posai mon téléphone et appuyai sur lecture. La voix de Benjamin emplit la pièce. Le vieux ne peut rien goûter. Vendredi en clôture. Les citernes arrivent. Vider toute la collection. Transformer l'héritage de papa en argent de nettoyeur de toilette. Maman voudrait probablement ça. Elle disait toujours qu'il aimait le vin plus que nous. Rire cruel. Ma gorge se serra. Catherine t'aimait plus que la vie. Ses derniers mots étaient « Prends soin de Benjamin ». Cela la détruirait. Le visage de Benjamin s'effondra. « Papa, tu as eu 10 ans pour honorer sa mémoire. » Ma voix se brisa presque. « Tu as choisi ceci. » Je me levai. « Tu voulais la collection vintage. Martin a déplacé chaque bouteille jeudi soir. Tes citernes trouveront de l'eau colorée. » Benjamin murmura. « C'est impossible. » La porte s'ouvrit. L'inspecteur Morel entra avec des officiers. « Benjamin Beaumont, Laurent Garnier, vous êtes en état d'arrestation pour conspiration, tentative de meurtre et fraude. » Les menottes cliquèrent. Benjamin s'effondra, sanglotant. Françoise hurla au sujet d'avocat. Laurent me fixa. « J'aurais pu faire partie de quelque chose de grand, 2 fois. »« Oui, dis-je, tu aurais pu. » Ils l'emmenèrent. La salle se vida. Je me tenais seul à la fenêtre, regardant le quartier d'affaires en contrebas. J'avais gagné, sauvé le domaine, exposé la conspiration. Mais la victoire avait le goût de cendre. J'avais enterré mon fils aujourd'hui. Juste pas littéralement. 6 mois plus tard, le printemps vint dans la vallée de la Loire, comme il le faisait toujours. Lentement, puis, tout d'un coup. Les vignes ne se souciaient pas de la trahison. Elles continuaient juste à pousser. Et j'appris que les gens aussi le pouvaient. L'aube se leva sur le domaine Beaumont, peignant le vignoble en or. Anna marchait à côté de moi entre les rangées, carnet en main, yeux brillants de questions. « Comment savez-vous quand les raisins sont prêts ?» demanda-t-elle. Je touchai une grappe, sentis le poids. On les goûte, pas avec sa bouche, avec son cœur. Elle sourit. Le même sourire de cette nuit, à la Tour d'Argent, quand elle m'avait montré la vérité qui avait tout changé. Benjamin écopa de 7 ans. Fédéral, conspiration, tentative de meurtre, fraude. Françoise divorça en 1 mois, repartit sans rien. Laurent écopa de 15 ans. Vintech s'effondra en quelques semaines, les actionnaires fuyant le scandale.
Mes sens revinrent lentement. D'abord le sel, puis la douceur, puis enfin les notes complexes que j'avais passé 40 ans à apprendre à distinguer. Cèdre et mûr, cuir et terre, comme se réveiller d'un rêve amer. Attends ici, dis-je à Anna. Je revins avec une bouteille poussiéreuse. Beaumont Réserve 1987, l'année de naissance de mon fils. J'avais fait ce millésime pour célébrer son avenir. Je le tournais dans mes mains. Garder 37 ans pour une célébration qui n'était jamais venue. Je l'ouvris soigneusement, comme mon père me l'avait appris. Versai 2 verres, regardai la lumière du matin attraper le liquide ambré. Anna leva le sien, des larmes se formant. C'est magnifique. Goûte-le d'abord. Elle le fit, et son expression changea. Surprise, émerveillement, compréhension. C'est parfait, murmura-t-elle. Oui, je rencontrai ses yeux. Et maintenant, il est à toi. Cet héritage, tout. Sa main trembla. Michel, tu ne portes pas mon sang, Anna. Mais tu es mon héritière. Tu as sauvé ma vie. Tu comprends ce qui compte. L'intégrité, la qualité, la vérité. Tu te soucies de l'artisanat, pas seulement du profit. Je marquai une pause. C'est ce que Beaumont signifie. Pas un nom, une promesse. Elle essuya ses yeux. Je ne te décevrai pas. Je sais. Je regardais à travers le vignoble. J'avais l'habitude de penser que l'héritage concernait le sang, transmettre quelque chose à tes enfants parce qu'ils sont tiens. Catherine savait mieux. Elle disait toujours que la famille n'était pas la biologie. C'était qui se présentait, qui se souciait, qui restait quand les choses devenaient difficiles. Je levai les yeux vers le ciel qui s'éclaircissait. J'ai tenu ma promesse, Catherine. Je me suis occupé de lui en l'arrêtant. Et j'ai trouvé quelqu'un digne de porter ce que nous avons construit. Anna toucha mon bras. Quel est ton rêve maintenant? Je regardais les vignes s'étendant vers le soleil. Pensais au poison déguisé en vitamines, à la trahison cachée derrière les dîners du dimanche, à un fils qui s'était moqué de la mémoire de sa mère pour de l'argent. Faire du vin qui dit la vérité? Dis-je. Plus de mensonges, plus de faux semblants, juste un travail honnête qui a le goût de ce qu'il est. Elle sourit à travers ses larmes. Alors faisons-le ensemble. Cette fois, l'histoire se termine avec de l'espoir. Le soleil se leva sur le vignoble, dorant chaque feuille. Je levai mon verre du millésime 87, l'année de naissance de Benjamin, maintenant l'héritage d'Anna, et goûtai quelque chose que je n'avais pas goûté depuis plus d'1 an. Pas de cendre, pas de regret, pas l'amertume métallique de la trahison. L'espoir. L'héritage n'est pas le sang, c'est l'esprit, c'est le dévouement, c'est l'amour pour l'artisanat et le respect pour ce qui est venu avant. Et parfois, la famille que vous choisissez tient ensemble plus fort que la famille dans laquelle vous êtes né. Les vignes ne se souciaient pas de ma douleur. Elles continuaient juste à pousser, s'étendant vers la lumière, faisant ce qu'elles étaient censées faire. Et finalement, moi aussi. Assis dans le calme de mon vignoble, je réfléchis à ma vie comme l'une de ces histoires amères de grand-père. Ne sois pas comme moi. Ne passe pas 40 ans à construire un empire de 120 millions d'euros pour réaliser que le poison le plus mortel peut être servi à ta propre table. Ma leçon douloureuse est celle-ci. Ne confonds jamais le sang partagé avec les valeurs partagées. Dieu m'a donné le palais pour créer du vin de classe mondiale. Mais mon propre aveuglement a presque permis à mon fils Benjamin de transformer ce don en nettoyeur de salle de bain. Ceci est une histoire vraie de trahison et d'éveil ultime. Mon conseil pour vous est de rester vigilant contre les murmures doux de ceux qui ne convoitent que votre couronne. Si Dieu n'était pas intervenu par le courage d'Anna Dubois, j'aurais terminé mes jours en pourrissant dans un appartement solitaire, dépouillé de ma dignité. N'attendez pas de perdre vos sens pour réaliser la puanteur de la cupidité autour de vous. Souvenez-vous, un véritable héritage ne se trouve pas dans les histoires vantardes de grand-père, mais dans l'intégrité de l'âme. Je suis reconnaissant que Dieu m'ait accordé une seconde chance de raconter cette histoire vraie et de sauver ce que Catherine et moi avons construit ensemble. Obrigado por ouvir a minha história. Se ela te tocou, deixe like. Escreva nos comentários o que mais ressoou em você e inscreva-se no canal.
Ainda vem muitas histórias pela frente. Isso não é o fim da minha. É apenas o começo de algo melhor.